Allons, repose-toi, me dit ma grand-mère. Si tu ne peux pas dormir, lis quelque chose. Elle me passa un volume de Madame de Sévigné que j'ouvris, pendant qu'elle-même s'absorbait dans les mémoires de Madame de Beausargent. Elle ne voyageait jamais sans un tome de l'une et de l'autre. C'étaient ces deux auteurs de prédilection. Ne bougeant pas volontiers ma tête en ce moment, et en éprouvant un grand plaisir à garder une position une fois que je l'avais prise, je restais à tenir le volume de Madame de Sévigné sans l'ouvrir, et je n'abaissais pas sur lui mon regard qui n'avait devant lui que le store bleu de la fenêtre. Mais contempler ce store me paraissait admirable, et je n'eusse pas pris la peine de répondre à qui eût voulu me détourner de ma contemplation. La couleur bleue du store me semblait peut-être par sa beauté, mais par sa vivacité intense, effacer à tel point toutes les couleurs qui avaient été devant mes yeux depuis le jour de ma naissance, jusqu'au moment où j'avais fini d'avaler ma boisson et où elle avait commencé de faire son effet, qu'à côté de ce bleu du store, elles étaient pour moi aussi ternes, aussi nulles, que peut l'être rétrospectivement l'obscurité où ils ont vécu pour les aveugles nés qu'on opère sur le tard et qui voient enfin la couleur. Un vieil employé vint nous demander nos billets. Les reflets argentés qu'avaient les boutons en métal de sa tunique ne laissèrent pas de me charmer. Je voulus lui demander de s'asseoir à côté de nous, mais il passa dans un autre wagon et je songeai avec nostalgie à la vie des cheminots, lesquels, passant tout leur temps en chemin de fer, ne devaient guère manquer un seul jour de voir ce vieil employé. Le plaisir que j'éprouvais à regarder le store bleu et à sentir que ma bouche était à demi ouverte commença enfin à diminuer. Je devins plus mobile. Je remuai un peu, j'ouvris le volume que ma grand-mère m'avait tendu et je pus fixer mon attention sur les pages que je choisis çà et là. Tout en lisant, je sentais grandir mon admiration pour Madame de Sévigné. Il ne faut pas se laisser tromper par des particularités purement formelles qui tiennent à l'époque à la vie de salon qui font que certaines personnes croient qu'elles ont fait leur Sévigné quand elles ont dit « Mandez-moi ma bonne » ou « Ce conte m'est paru avoir bien de l'esprit » ou « Faner la plus jolie chose du monde ». Déjà, Madame de Simiane s'imagine ressembler à sa grand-mère parce qu'elle écrit « Monsieur de la Boulie se porte à merveille, monsieur ». Il est fort en état d'entendre des nouvelles de sa mort. Ou, ô mon cher marquis, que votre lettre me plaît, le moyen de ne pas y répondre. Ou encore, il me semble, monsieur, que vous me devez une réponse, et moi, des tabatières de bergamote. Je m'en acquitte pour 8, il en viendra d'autres. Jamais la terre m'en avait tant porté. C'est apparemment pour vous plaire. Elle écrit dans ce même genre la lettre sur la saignée, sur les cirons, etc., qu'elle se figure être des lettres de Madame de Sévigné. Mais ma grand-mère, qui était venue à celle-ci par le dédain, par l'amour pour les siens, pour la nature, m'avait appris à en aimer les vraies beautés, qui sont tout autres. Elle devait bientôt me frapper, d'autant plus que Madame de Sévigné est une grande artiste de la même famille qu'un peintre que j'allais rencontrer à Balbec et qui eut une influence si profonde sur ma vision des choses, Elstir. Je me rendis compte à Balbec que c'est de la même façon que lui qu'elle nous présente les choses, dans l'ordre de nos perceptions, au lieu de les expliquer d'abord pour leur cause. Mais déjà cet après-midi-là, dans ce wagon, en réalisant la lettre où apparaît le clair de lune, je ne pus résister à la tentation. Je mets toutes mes coiffes et casaques qui n'étaient pas nécessaires. Je vais dans ce mail dont l'air est bon comme celui de ma chambre. Je trouve 1000 coques-sigres de moines blancs et noirs
plusieurs religieuses grises et blanches, du linge jeté par-ci, par-là, des baumes ensevelis, tout droit contre des arbres, etc. Je fus ravi parce que j'eusse appelé un peu plus tard. Ne peint-elle pas les paysages de la même façon que lui, les caractères? Le côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévigné. Quand le soir, après avoir conduit ma grand-mère, être resté quelques heures chez son ami, j'aurais pris seul le train, du moins je ne trouvais pas pénible la nuit qui vint. C'est que je n'avais pas à la passer dans la prison d'une chambre dont l'ensommeillement me tiendrait éveillé. J'étais entouré par la calmante activité de tous ces mouvements du train qui me tenaient compagnie, s'offraient à causer avec moi si je ne trouvais pas le sommeil, me berçaient de leur bruit que j'accouplais comme le son des cloches accombrées, tantôt sur un rythme, tantôt sur un autre, entendant selon ma fantaisie d'abord 4 doubles croches égales, puis une double croche furieusement précipitée contre une noire. Il neutralisait la force centrifuge de mon insomnie en exerçant sur elle des personnes contraires qui me maintenaient en équilibre et sur lesquelles mon immobilité et bientôt mon sommeil se sentirent portés avec la même impression rafraîchissante qui m'aurait donné un repos dû à la vigilance des forces puissantes au sein de la nature et de la vie. Si j'avais pu, pour un moment, m'incarner en quelque poisson qui dort dans la mer, promené dans son assoupissement par le courant et la vague, ou en quelque aigle étendu sur le seul appui de la tempête.